Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Damoiseaux, damoiselles, chers amis du bonheur, chers amis de la lecture, chers amoureux du plaisir de lire, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous qui maintient son projet, faire la promotion de la lecture. Délivrez-vous qui alimente cette même initiative, mettre le livre à l'écran. Aujourd'hui, je vais recevoir un jeune auteur de 25 ans. Je lui ai demandé de faire attention parce que 27 ans, c'est dans 2 ans. Et 27 ans, ça met dans un club, le club des 27. Il y a tellement d'écrivains, il y a tellement d'artistes qui sont morts à 27 ans. C'est un âge qui fait peur, l'âge des 27 ans. Il va néanmoins nous parler de la vie. Son roman a un titre marquant. Son roman a pour titre « Je ne bande plus ». Il faut le faire, il faut l'écrire, il faut avoir cet appétit du risque. Et Délivrez-vous, c'est la plateforme idéale pour prendre autant de risques. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec un formatage. Je vous laisse respirer, je vous reviens incessamment avec tant poème. Mon amour, je n'ai jamais rêvé que pour toi. Partout où bourdonne ma parole, tu restes vivante, ainsi que le son reste attaché au métal, âme inséparable du corps vibrant des cloches. Le vers est un escalier d'airain dont le palier est dans les nuages. Sur chaque marche sonore de la route montante, j'ai planté ta silhouette. Chaque fois que je parle, ton souffle est en ma parole. Chaque fois que je chante, mon chant est plus fait de toi que de mots. J'ai le dos tourné à la vie et marche vers le vide. Mais parce que je chante, tu es encore là et marche avec moi, avec mon cœur qui s'écrase, appuyé contre les tombes. Mon amour, je n'ai jamais écrit que pour toi. Mon amour, je n'ai jamais rêvé que pour toi. Mon amour qui sourit partout où je parle, qui t'angoisse partout où je rêve. La chanson n'est que de toi, un poème de Roussan Camille. Roussan Camille, poète, journaliste, diplomate, qui est né à Jacmel en août 1912. Il est mort le 7 décembre 1961 à Port-au-Prince. Son recueil de poèmes le plus connu a pour titre « Assaut à la nuit », publié en 1940. Voilà, Roussan Camille, que je vous recommande comme poète à lire. Vous connaissez probablement son poème le plus fameux, « Nedje, tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil et que des blancs pervers gavaient d'anis et de whisky ». Voici là autant de lectures que je vous recommande. Le poème est une proposition de langage qui peut vous aider à sauver votre peau. Je vous laisse respirer. Mon invité vient de Léogane. Léogane a sa réputation de consommation de clairin. Mais Léogane a aussi une autre réputation. Là, je fais un clin d'œil à mon collègue Barreau qui m'a parlé d'une génération de jeunes qu'il y a en ce moment à Léogane qui écrivent et qui publient. Je reçois l'un de ces jeunes qui a publié son premier roman à allure autobiographique qui a pour titre « Je ne bande plus ». Qu'est-ce qui arrive dans la vie d'un homme qui ne bande plus? Que devient sa virilité? Que devient son existence? Quelles sont ses capacités d'aimer s'il arrête de bander? Est-ce que l'amour n'existe que lorsque les hommes et les femmes peuvent bander? En tout cas, je ne bande plus.
Voici le risque, voici le territoire qu'on va explorer. Mais attention, respirez, à tout de suite. On va essayer de voir si on va pouvoir bander ou pas. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Puis-je te faire l'amour ? Je ne sais pas, me répondit-elle, le visage couvert de ses mains. Sa timidité ne m'aidait aucunement. Après 3 répétitions de la question, je pris avec hésitation possession de son corps. Son sexe était sec et coincé. Peut-être parce qu'il n'y avait pas eu de préliminaire, mais cela me plaisait. Elle ne mentait pas en disant qu'elle ne l'avait fait qu'une fois avant moi. Il n'y a pas meilleur coup que cela, de ne pas être le premier, parce que ce n'est pas plaisant de creuser la voie, mais de ne pas être trop loin dans le rang. J'aurais voulu jouir pendant une éternité du plaisir que me procurait son corps et son gémissement sincère, proportionnel au doux déchirement de sa chair que j'opérais avec patience. Avec l'ami de ma sœur, je pris l'habitude de partager du corps, je prenais goût aux jouissances de la chair, je devenais plus performant au lit, je gagnais en assurance, mais il n'y avait jamais de cœur, peut-être parce qu'elle m'aimait bien, mais je n'avais jamais pris le temps de me rendre compte ou de demander. Ses sentiments importaient peu, je ne bande plus. Voici une question fatidique. Voici un énoncé fatidique, voici l'épée de Damoclès sur la tête de beaucoup d'hommes. Thierry, bienvenue à Délivrez-vous. Lisa et D'Angelo, moi content là pour nous parler livre, pour nous parler Je ne bande plus. Je ne bande plus, c'est donc ton premier roman, Thierry Marcelin que tu t'appelles, tu as 25 ans. Quand tu avais 15 ans, 16 ans, est-ce que tu t'étais dit, un jour, je serai sur un plateau de télévision pour parler de littérature parce que je serai écrivain? Je n'avais pas le temps en ce moment de penser à cela. Je pensais plutôt à un hôpital en blouse avec un stéthoscope au cou et tout le tralala qui va avec. Mais en réto, notamment, j'avais eu la chance de m'inscrire à un atelier de poésie animé par Stanley Laferrière, un fameux poète à Léogane. Et c'est là que ma voie vers la littérature s'était tracée. Tu t'es dit, je vais écrire, mais là tu as commencé par le roman. Dans l'histoire littéraire haïtienne, beaucoup de jeunes commencent par un recueil de poèmes. Après, ils vont transiter pour aller au roman. Toi, tu as commencé directement par le roman. Est-ce que c'est parce que le roman est pour toi une fenêtre d'expression plus complète que celle que représente la poésie? J'avais fait aussi de la poésie, mais c'était à un niveau collectif. J'ai déjà publié 2 recueils de poèmes avec mon groupe Piclis et aussi avec l'atelier de poésie dont je parlais tout à l'heure. Mais pour le roman, oui, je savais que pour exprimer ce que j'avais à exprimer, il me fallait un genre comme le roman. Il me fallait un genre qui me donne une plus grande marge de manœuvre. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai opté pour le roman, car j'avais une parole à apporter. Donc pour toi, le roman fait la part du lion à une parole lente, à une parole qui s'étend, une parole qui est moins économe? Oui, le roman, c'est une réalité physique mise sur un bout de papier. Donc j'avais une réalité à peindre, j'avais une réalité à présenter, j'avais une histoire à raconter et j'ai opté pour le roman.
J'aime beaucoup le verbe peindre. Est-ce que tu considères, toi, déjà, Diri Marcelin, comme romancier, est-ce que tu te considères comme un peintre du réel? Est-ce que pour toi, écrire, c'est comme peindre? Et ce que tu mets en espace dans ton écriture seraient les couleurs de la vie, seraient les sensations que tu as vécues, seraient les possibilités que la vie t'a données jusque-là? Justement, je suis un peintre de la parole. Donc, j'ai vécu une réalité. Ça a commencé en 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et cette réalité-là, il y a d'autres qui ne l'avaient pas vécue. Donc, comme romancier, comme écrivain, il m'était un devoir de peindre cette réalité post-séisme, par exemple, et la présenter sur une feuille de papier, de manière que d'autres puissent lire cette réalité à travers mes pages. Le ton de ce roman est très intimiste. Nous sommes dans l'univers sexuel et émotionnel et amoureux d'un homme, d'un jeune garçon qui, il me semble, serait 3. Et ce jeune garçon a, comme on le dit dans le langage de la sexologie, il a une panne. Il ne bande plus. Il ne bande plus suite à une grande déception amoureuse. Mais au tout début du roman, nous sommes dans une Haïti d'SMS. Est-ce que ce temps où on envoyait des SMS, où tu en envoyais 5, tu avais 20 gratuitement, ce temps où tout Haïti découvrait Internet, Facebook, est-ce que ce temps-là était pour toi déterminant dans la vie de tous les adolescents qui avaient ton adolescence? C'était très déterminant parce qu'on a commencé à découvrir le monde, on a commencé à découvrir les autres à travers les SMS, notamment en montant avec les abonnements Twitter. On s'abonnait à des réseaux sur Twitter et on recevait les tweets par SMS. Donc, de là étant, j'avais commencé à communiquer avec d'autres correspondants sur tout le territoire. C'était pour moi un moyen de m'évader après ce vide qu'a laissé le tremblement de terre de 2010. Donc, les SMS m'ont sauvé la vie. Ouais, ça t'a donné ces amitiés imaginaires qui t'ont permis d'échanger, d'écrire surtout. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça avait commencé avec les SMS. Sur les réseaux sociaux, on se crée une identité virtuelle et on donne l'impression, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, de bien passer. Ouais. Et on a commencé à faire ça avec les SMS. On envoyait des poèmes, on correspondait avec des gens en ayant des conversations élitistes. Justement, j'allais te dire, et c'est le passage que je m'en vais lire, cet univers qui est celui des réseaux sociaux, cette identité numérique que nous avons, dès qu'il y a identité, il y a donc traçabilité. Il y a une traçabilité numérique, on a une histoire numérique. C'est aussi une histoire, une traçabilité qui est pétrie dans le mensonge, dans la surévaluation de soi-même. Tu écris, parfois, il me laissait me faire passer pour lui et écrire à la fille. J'essayais de ne pas être moi et paraître élitiste dans mes goûts. Mon fruit préféré, la pomme. Je trahissais ma mangue francique. Mon jus préféré, le jus de fraise. Je n'y avais jamais encore goûté. Je commençais, comme on le sait si bien ici, à me forger une fausse identité virtuelle, donner l'air de mener la belle vie. Il ne me manquait que le Miami Dade College. Et jusqu'à présent sur Facebook, il y a tellement de gens qui mettent... Qui étudient à Miami Dade College. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux sont des possibilités données à des faussaires? Oui, justement. Les réseaux sociaux permettent de se forger une identité virtuelle qui te déconnecte de la réalité. Et parfois, quand tu te plonges dans cette identité virtuelle, dans cette réalité virtuelle, si je me permets l'expression, eh bien, tu oublies qu'il y a une réalité sur laquelle tu dois agir. Tu oublies qu'il y a une réalité à transformer. Et là, tu restes à ne rien faire.
tu restes à stagner dans ta réalité. Et une fois que tu es le téléphone, l'ordinateur, tu te plonges dans le monde virtuel et tu oublies la réalité physique. Et là, je me dis, quand les gens mentent sur les réseaux sociaux, Thierry Marcelin, est-ce que ces gens-là mentent réellement ou est-ce que ces gens-là ne profitent pas d'une fenêtre d'expression pour vivre ce qu'ils aimeraient toujours vivre? C'est-à-dire manger une pomme à la place d'une mangue francique. C'est-à-dire boire du jus de fraise à la place d'un jus de citron. Est-ce que chaque mensonge sur un réseau social n'est pas une chance qu'un individu s'est donnée pour s'inventer la vie qu'il aurait toujours aimé vivre? Oui, les mensonges servent d'échappatoire. Donc, l'individu qui est dans une réalité, il fuit cette réalité et se crée la réalité qu'il aimerait avoir. Donc, c'est justement ça et à ça que les réseaux sociaux servent. L'esprit d'aventure d'un adolescent m'avait poussé à lui faire la cour. Tu as rouvert dans mon cœur une porte que je croyais avoir fermée à jamais. Ça, c'est toi qui trouves sur les réseaux sociaux, par SMS, une dame de 32 ans qui a 2 enfants et qui te racontait comment elle se débrouillait sans emploi pour subvenir à leurs besoins. Et cette jeune femme-là, de 32 ans, dit à l'adolescent que toi, tu étais à l'époque, tu avais 16 ans à l'époque, elle te dit, tu as ouvert dans mon cœur une porte que je croyais avoir fermée à jamais. Je me dis, cette femme de 32 ans, si elle t'avait rencontré physiquement, toi, à 16 ans, t'aurait-elle laissé déjà la possibilité de la draguer? Je suis en train de dire, est-ce que les réseaux sociaux ne créent pas des possibilités de rencontres qui n'existeraient jamais dans la réalité objective, dans la réalité concrète que nous connaissons? Je suis d'accord. Les réseaux sociaux détruisent aussi des barrières, car dans la réalité, c'est sûr que... Cette femme de 32 ans... je n'aurais pas fait la cour à une dame de 32 ans. Oui, pour toi, elle serait trop âgée. Oui. Et de son cadran à elle, de son cadre de vision à elle, tu serais un genou. Avec 2 enfants à nourrir. 2 enfants à nourrir, 16 ans, elle va toujours être un genou. Oui, justement, les réseaux sociaux avaient détruit cette barrière-là. Donc, la dame s'était plongée dans une relation sans lendemain avec moi. Et parler de relation, les réseaux sociaux, c'est fort comme mot. Les réseaux sociaux abolissent les âges. Donc, cette femme-là te dit que tu as donc fait ça dans son cœur. Et puis, comme toutes les filles qui craquent pour un nouveau mec, voici ce que tu te dis. Je ne sais pas si les hommes le disent aussi. J'avais fini un jour par reprendre la tête et refermer la porte dans son cœur dont elle parlait. Un SMS d'un tweet arriva. Une fille partagea un poème. Je ne me souviens plus si c'était beau ou pas, mais le pseudo qu'il y avait en signature, jamais je ne l'oublierai. Shell. Donc, les pseudos choisis sont déterminants. Les pseudos sont des facteurs de séduction, Thierry Marcelin, sur les réseaux sociaux? Bien sûr, parce que sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas la personne dans sa réalité physique. Et il y a certains éléments qui vont à la place de l'apparence physique t'attirer. C'est le pseudo, par exemple, la publication de la personne, son poème dans le cas du passage dont vous parlez. Donc, et là, vous avez pris l'habitude d'échanger des poèmes parce que quand tu as 16 ans, et c'est justement le conseil que nous donnons à tous les jeunes de 16 ans qui regardent maintenant cette émission, aux jeunes de 17 ans, de 18 ans, de 14 ans, de 15 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent Délivrez-vous avec leurs parents. Très souvent, tous les dimanches matins, je tiens à saluer ce jeune public qui ne lâche jamais Délivrez-vous. Et qu'est-ce qu'il y avait comme échange entre toi et cette jeune fille qui s'appelle Shell? C'était des échanges de poèmes. Et tu lui envoies un poème, elle te dit « Oh, waouh, tu as du talent ». Là, on entend aussi le langage adolescent. « Oh, waouh, waouh, s'écrivant W-O-W, tu as du talent ». Et c'est cette phrase-là qui t'a poussé à t'inscrire à un atelier d'écriture poétique. Peut-être que ce bout de poème d'une plume immature ne méritait pas autant de laurier, lequel poème qu'on va lire. Hein. Moi levé d'ouvanjou, moi senti m'kagou. Yo mande m'si m'fou, moi dit m'poko jambe ka fou. Yo mande m'si m'sou, m'di nan clairin en moins pas de prend yon coup. L'aime penser à coup,
moi ouais, c'est pour ou Doudou. Doudou, quand il s'est cordonnier l'amour, pas de jambe joindre mes pieds. Mais l'aime goûter l'amour, moi pas t'ai envie l'ouvrir j'aime. L'ouvrir j'aime pour moi ouais m't'a rêvé. L'ouvrir j'aime pour moi figure cap tourner la fille. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré pour moi l'ouvrir j'aime pour moi figure cap tourner la fille. Un petit monde 16 ans qui écrit ça. Je me recevoir pour délivrer vous en quantité de livres chaque semaine, au moins 8, 10 jeunes qui voient de livres moins puis dans l'émission, hein, qui ont 16 ans, 17 ans, puis là yo, qui des auteurs confirmés tout. Mais à 16 ans, arrivé écrit l'ouvrir j'aime pour moi figure cap tourner la fille. Déjà, tu as une maturité poétique, là, dire, vous t'as dégagé très bien. Oui, mais l'amour, à 25 ans, 24, 25 ans, me dit, qu'est-ce que ça me décrit là? Mais ça arrive dans les carrières d'écrivains. Voici pourquoi Daniel Aferrier, un très bon ami écrivain haïtien, conseille toujours aux gens, que quand tu écris la nuit, tu termines un texte, tu es dans une joie. Tu te dis, mais quel talent, c'est Baudelaire, c'est pas possible, c'est René Bélance. Et quand tu relis ton poème, le lendemain, vers 11h du matin, tu te dis, mais quelle vacherie. C'est quoi ça? C'est pas un poème. Mais il faut toujours se relire. Donc, Shell, tu vas commencer à échanger avec cette jeune fille. Là, vous êtes tout jeune, quoi. Et Shell va créer chez toi une émotion d'abord esthétique, une émotion intellectuelle. Cette émotion va se métamorphoser en émotion amoureuse. Est-ce que pour toi, on peut tomber amoureux de quelqu'un d'abord en aimant sa manière d'écrire et de parler? Je ne le croyais pas dans le temps, mais je suis tombé amoureux d'une image de Shell que je m'étais forgée moi-même. Donc, je ne connaissais pas Shell. J'écrivais à Shell, Shell m'écrivait, et je me suis mise à imaginer une Shell. Je me dis que Shell, elle a le visage allongé. Shell, elle a un corps fait comme ça. Donc, je m'étais forgé une image de Shell dans ma tête et je m'étais convaincu que cette image-là, c'était Shell. Et je l'ai aimée. Mais cette image est rentrée dans ta vie par la poésie. Justement. C'est un amour en commun que vous avez. Est-ce que, d'où vraiment le sens profond de ma question, peut-on aimer quelqu'un parce qu'il écrit? Ou bien, est-ce que généralement, lorsqu'on aime une personne, c'est pas parce que la personne aime les mêmes choses que nous l'aimons? Est-ce que l'amour n'est pas un sentiment de dictature? Bon, la poésie d'une personne, c'est un morceau de cette personne-là. D'où l'on peut aimer ce morceau de cette personne à travers sa poésie. Donc oui, et il y avait un peu de cela. Donc j'ai aimé Shell à travers nos échanges de poèmes. J'ai aimé une idée de Shell que je m'étais forgée et j'ai aussi aimé cette passion que Shell partageait avec moi. Quand la moto me déposa à l'entrée, la barrière était fermée pour la montée du drapeau. Je faisais toujours en sorte d'arriver à cette heure. Comme les adolescents de mon âge, je n'étais pas encore habité par le sentiment patriotique, l'attachement à notre bicolore. L'école ne me l'avait pas inculqué. Je vais vous laisser respirer, hein, parce que je ne bande plus, touche à des aspects de la sorte. Comment des adolescents peuvent ne pas ressentir un élan patriotique. Où se trouve le court-circuit? Est-ce au niveau des parents, dans la chaîne de transmission des valeurs? Est-ce au niveau de nos écoles? Pourquoi beaucoup d'adolescents réchignent à l'idée de participer à la montée du drapeau? Je ne bande plus. Je reçois Thierry Marcelin, il a 25 ans, il ne bande plus. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile.
La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis de partout, chers amis du livre, je vous rappelle que vous suivez Délivrez-vous, Délivrez-vous qui est une plateforme télévisuelle qui fait la promotion de la littérature, la promotion de la philosophie, la promotion des sciences humaines et sociales, la promotion de l'intellection, pour le dire comme Aristote. Délivrez-vous qui propose son espace à de très jeunes auteurs haïtiens. Et là, je reçois un jeune de 25 ans sur lequel est tombé un malheur. Lequel malheur a mérité un roman. Je ne bande plus. Je n'en dirai pas plus. Et nous sommes à un moment dans ce roman où il est dans son adolescence, où il s'est arrêté devant son école. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour arriver un petit peu en retard, parce que la montée du drapeau, beaucoup de jeunes connaissent cette histoire-là, beaucoup de jeunes n'aiment pas participer à cet exercice patriotique, symbolique, de forte importance. Dis-nous, Thierry Marcelin, est-ce qu'aujourd'hui tu t'arrêtes pour la montée du drapeau? Oui, je m'arrête parce que l'éducation à la citoyenneté n'a pas été faite à l'école. C'est une très mauvaise chose. Donc je l'ai fait moi-même, comme beaucoup d'autres gens. Mais l'école ne m'avait pas trop aidé. Donc, comme je le dis dans le roman, je faisais en sorte d'arriver en retard. Ce n'était pas important pour moi d'être là pour la montée du drapeau. Et ça, c'est le drame de l'école en Haïti. Très souvent, l'école nous propose un ensemble de savoirs, mais l'école ne procède pas à une épistémologie de ces savoirs. Je suis d'accord qu'il ne faut pas dire à des enfants de 15 ans, voici un cours d'épistémologie. Mais au moins, il faut dire à l'enfant, voici l'importance des algorithmes, voici l'importance des racines carrées. Sinon, l'enfant ne va pas s'en intéresser. Oui, c'est justement ici que l'enfant va puiser la motivation pour s'intéresser à la notion que vous voulez lui inculquer. Donc, s'il trouve une motivation dans l'importance de cette notion, eh bien, la transmission se fera de manière plus aisée. Donc, il faut que nos éducateurs apprennent à dire à nos enfants, voici l'intérêt de ce savoir. Pourquoi je vous apprends ça. Si nous prenons encore les mathématiques, moi les courbes asymptotes obliques, les limites de f de x, moi quand j'ai 16 ans, je me suis dit, mais ça me sera jamais utile. L'algèbre, je me suis dit, l'algèbre quand même, A et B, mais si le prof de maths nous avait dit, si vous savez faire les courbes asymptotes obliques, si vous maîtrisez les algorithmes, vous pourrez faire des calculs mathématiques pour faire des ponts suspendus. Là, vous serez émerveillé. S'il nous avait montré un pont suspendu en nous disant, les mecs, c'est avec les algorithmes qu'on fait ça, alors là, ça nous aurait intéressé. Donc, cet aspect-là est important. Il faut que nos écoles aient des éducateurs qui intéressent nos enfants au savoir et leur disent, voici l'utilité même de ce savoir. Alors, on revient à Shell, Shell, cette émission t'est dédiée. Un après-midi de l'été 2010, en sortant d'un épisode dont la fin m'avait attristé, Rosalinda avait perdu la mémoire et ne pouvait plus reconnaître son petit cœur, Fernando Rossi. Je m'arrête là parce que moi aussi j'ai regardé Rosalinda avec Fernando Rossi, avec la maman. Et tu te souviens de ce passage? Ah, bien sûr. Quand Rosalinda était enfermée dans un centre psychiatrique qui a pris feu à un moment. Mais j'ai toujours en mémoire Rosalinda. Je me rappelle, je ne sais pas comment toi tu regardais ça, quand j'étais ado, j'avais un cahier. Je prenais des notes, les phrases qui me paraissaient travaillées, les phrases qui étaient élégantes. Je les notais pour ensuite les répéter à mes amis. Je le dis dans le roman, avec ma soeur, nous étions les deux rares personnes à vraiment comprendre ce qui se disait. Ouais, tu me disais justement, les gens autour de toi qui regardaient Rosalinda, ne savaient pas de quoi on parlait. Ils riaient quand nous rions. Ils étaient là pour regarder les images. Les gestes. Ouais, là, quand il y a un gifle. Ah, ils sont contents. Ça, c'est quelque chose. Les feuilletons télévisés qui sont toujours très présents. Là, maintenant, j'ai plus le temps pour en regarder, mais je peux te dire que le réalisateur de la télé, Alphonse,
je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, enfermé dans la production, à regarder un feuilleton. Il était motivé, il m'a dit, j'attends le prochain épisode, hein. Il y a une scène qui va se passer. Est-ce que tu penses que les feuilletons télévisés participent d'une certaine manière à remodeler le système de valeurs qui est en vogue en Haïti? Est-ce que ça libère les mœurs ou est-ce que ça crée encore plus de contrition? Le cinéma comme industrie est utilisé pour vulgariser sa manière de voir le monde. Donc, les pays qui ont le moyen de le faire, eh bien, ils se servent de cinéma pour imposer leur manière de voir le monde aux autres pays. Donc, si vous regardez un film, et j'ai vu une blague comme cela sur les réseaux sociaux récemment, et j'ai dit à ma mère, ferme la porte, je veux dormir, comme dans les films. Ouais. Donc, je vais être seul dans ma chambre et ça c'est mal terminé. Hein. Parce que les parents haïtiens, ça nous le condamnons et nous invitons tous les parents qui regardent cette émission à ne jamais frapper leurs enfants. L'enfant peut avoir un comportement qui est condamnable. Il y a d'autres techniques pour arriver à éduquer un enfant sans le fouet, sans la violence physique, sans la violence verbale. Il faut être imaginatif, créatif, arrêtez de frapper vos enfants. Oui, je disais que les pays utilisaient le cinéma pour imposer leur manière de voir le monde. Ils le font, par exemple, avec les questions de géopolitique. Ouais. Et il y a une nationalité, une nation spécifiquement qui est toujours le méchant dans les films. Ouais. Et il y a une nation qui va sauver le monde. Comme d'habitude. Ouais. Et ils le font avec les questions de genre, les questions d'homosexualité. Donc, s'ils veulent que Haïti, comme beaucoup d'autres pays, accepte le mariage pour tous, eh bien, ils le mettent dans tous les films, dans presque toutes les séries que je regarde actuellement. Il y a au moins un couple homosexuel, donc ce n'est pas innocent. Ouais. Ouais. Alors sur la question homosexuelle, en effet, et moi je pense que dans toutes les sociétés de tout temps, il y a toujours eu des homosexuels. Et c'est clair. Oui, il y a toujours eu. En Haïti, je ne sais pas dans ton quartier, mais dans chaque quartier presque en Haïti, il y avait l'homosexuel de la zone. Les zones nantes, à Sicile. C'est le cas de mon quartier. Ouais. Que tout le monde connaît, qui est déclaré, voilà. C'est pour ça que moi je pense que Haïti n'est pas un pays homophobe. On ne l'embête pas, voilà. Oui. À côté de chez moi, il avait son petit restaurant. Moi, j'allais manger chez le massissi de la zone, quoi. Il faisait bien à manger. Tout le monde était content. Ce n'est pas un pays homophobe comme on veut le faire passer. Mais tu sais, même dans les détails, mais je ne sais pas si tu connais cette série qui s'appelle The Big Bang Theory, avec les 4 mecs qui sont docteurs en physique, en astrophysique, qui sont 4 mecs hyper brillants. J'ai pas vu tous les épisodes. Ah ben, j'adore cette série parce qu'ils sont très brillants, ils sont très futés, ils sont dans l'astrophysique, ce que j'adore, la cosmologie et tout. Mais j'ai constaté que cette série m'avait influencé un matin. L'un des personnages a toujours 7 céréales, quoi. Il a toujours plusieurs marques de céréales. J'ai constaté sur mon frigo aussi, sans le vouloir, par geste presque induit, j'avais sur mon frigo 7 céréales pour faire comme lui à la télé qui est hyper brillant. Donc, les séries ont une influence sur nous, tout comme nos lectures ont une grande influence sur qui nous sommes. Maintenant, Shell, nous sommes à un moment dans le roman où on va passer du stade des SMS à Facebook, où nous sommes après le 12 janvier, Facebook commence à rentrer dans nos vies. Et demande d'amis, voici une expression sur laquelle tu as pointé ton doigt, expression très mal choisie par les concepteurs de ce média social. D'une part, les amis sur Facebook ne sont pas toujours des amis. D'autre part, dans nos têtes, bien souvent, nous envoyons des demandes d'amis, de bien plus, on y croit aussi. En recevant une demande d'une fille canon. On envoie des demandes de bien plus. Ah, de bien plus, ok. Donc, on reçoit une demande d'une fille canon, voilà. J'aime beaucoup ton vocabulaire aussi, une fille canon dans un roman. Dans plein de cas, les comptes n'existent même pas. Les faux comptes demandent même de l'argent. Le prétexte favori,
Et l'histoire de la fille d'un homme riche qui se trouve en exil, son papa a été assassiné, mais lui a laissé une forte somme d'argent sur un compte à banque, étant poursuivi par les assassins de son papa. Les responsables de l'endroit, le plus souvent un camp religieux en Afrique, qui ont pris la fille en charge, ne veulent pas la laisser partir sans la savoir en sécurité. Voici une arnaque qui existe aussi sur Internet, que tu as pointé du doigt. Est-ce que pour toi, le roman a aussi cette mission-là? Est-ce que le roman a cette mission de donner ce que je pourrais appeler moi-même un préservatif social? Je dis toujours que le roman ne se déroule pas dans le ciel. Donc, le récit, il doit tenir compte de l'environnement dans lequel il se déroule. Ouais. Donc, et dans cet environnement, il y a des mœurs à pointer du doigt, il y a des vices à dénoncer. Et c'est ce que je fais. Et tu penses que quand quelqu'un a 5000 amis sur Facebook, il n'a pas 5000 amis réellement. Tu penses que c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qu'ils auraient dû mettre à la place de demande d'amis? Demande de mise en contact. Pourquoi tu refuses de les appeler amis? Qu'est-ce qu'un ami pour Thierry Marcellin? Un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Et il y a un exemple qui illustre très bien ce point de vue. C'est quelqu'un qui te demande d'abord qu'est-ce qu'on fait pour jeter le corps avant de savoir pourquoi tu as tué. Donc, où est-ce qu'on jette le corps? C'est la première question que l'ami va te poser. Donc, son premier souci, c'est de te protéger. Pour moi, c'est ça un ami. Un ami, c'est un complice pour toi. Justement. Et Facebook crée de fausses complicités des amis qui n'en sont point. Alors, c'est mon point fort, retourner mon tort contre l'adversaire et avoir raison à mon tour. On me prédisait déjà au lycée une carrière d'avocat. Je jouais le tour à Shell. Elle se calma rapidement, mais ne s'excusa pas. Moi non plus d'ailleurs, je n'en demandais pas plus. Tu as créé des habitus avec Shell et un matin, sans le vouloir, par contretemps, tu es sorti de l'habitus et tu as utilisé une technique de rhétorique que tu considères être ton point fort, tu retournes ton tort contre l'adversaire et avoir raison à ton tour. Comment tu appellerais cette technique? Comment tu l'expliquerais aux gens qui te regardent là maintenant? Cette façon de se déculpabiliser. Bon, j'ai cette faculté. Je ne veux pas dire que c'est une qualité. Bon, je reviens sur le mot. Et j'ai cette capacité de débattre le vrai et le faux avec la même force. Donc, je l'ai fait à Shell, je l'ai dit dans le roman, et je crois que cela a ses bons côtés, de pouvoir défendre telle position pour servir un intérêt immédiat et défendre une autre position pour servir un autre intérêt. Donc cela va dépendre de l'intérêt du moment. Donc, tant qu'on a un tort dans une interaction avec un monde, pendant un tort, ou fait mon nan ouais, si ou en tort, c'est parce que lui-même lui en tort. Oui, c'est possible. C'est possible. Et on le fait pour faire du bien. Parce que avec Shell, je voulais que ça aille bien. Donc c'est le côté moral de la question. Je voulais que ça aille bien. C'est un côté voltairien aussi. Hein. Mentez, mes amis. Le mensonge est une très grande vertu quand il fait du bien. Justement. C'est une technique que beaucoup de filles utilisent. Il y a beaucoup de filles qui trompent leur ménage ou bien leur mari et qui disent « mais si je t'ai trompé, c'est parce qu'il était 9h du soir, tu ne m'as pas appelé. Si tu m'avais appelé, je ne serais pas avec un autre homme. » Mais c'est c'est une technique mais classique utilisée par beaucoup pour se tirer d'affaire. Donc tu vois, c'est un peu une technique de rhétorique qui consiste à retourner le tort. C'est un peu la théorie de la double faute, on appelle ça en rhétorique. Donc tu as tort, mais tu montes à l'autre. Si j'ai tort, c'est parce que toi, tu as tort. Donc, tu n'es pas en capacité de me juger. N'utilisez pas cette technique sur les gens qui la connaissent bien. En réalité, chacun a toujours sa part de tort et sa part de raison. Non, mais c'est vrai. Mais là où la chose devient intéressante, je me demande si Shell avait tort ou raison. Shell était quand même une fille vierge. Et en Haïti... C'est sacré. C'est sacré. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un glissement au niveau de ce schème de valeurs? Est-ce que la virginité est toujours en Haïti une valeur consacrée?
est-ce que la société haïtienne ne commence pas à s'en foutre un peu? Oui et non. Oui dans certaines zones et non dans d'autres. Il y a des coins d'Haïti où la virginité reste ce qu'elle était il y a très longtemps. Donc je connais des coins du pays où une fille qui n'est pas vierge va avoir du mal à se trouver un homme. La portée pédagogique de ton roman, et ça participe pour moi de la fonction de tout roman, avoir cette visée pédagogique, apprendre des choses aux gens. Moi, ça m'a appris quelque chose. Tu m'as appris que dans certaines contrées haïtiennes, après le mariage, la famille de la fille déposait sur la table un pain. Un pain. Oui, un pain, et si le pain est entier, tout est bon. La fille est correcte, la fille est vierge. Et si le pain a un gros trou, ça représente l'état physique de la fille. Écoute, on ne va pas ajouter « je ne bande plus ». Je reçois Thierry Marcelin sur le plateau Délivrez-vous. Il nous vient de Léogane, il a 25 ans, c'est son premier roman. Et Délivrez-vous, c'est la plateforme qui reçoit tous les jeunes auteurs de ce pays. Si vous êtes écrivain, si vous avez des projets pour devenir écrivain, il y a une émission qui est faite pour vous. Déposez vos livres comme vous avez l'habitude de le faire à la réception de la radio-télévision Caraïbes. On va vous revenir, on va voir est-ce que Shell va finalement coucher avec Thierry. Est-ce que Shell va rester avec Thierry? Shell, elle est protestante et comme on dit dans les églises protestantes, il n'y a pas de relation possible entre les ténèbres et la lumière. La chose va être compliquée au fil des pages, mais respirez pour digérer la complexité du roman. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbes à l'heure d'antenne de l'émission Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui a un projet. Lequel projet? Qui consiste à promouvoir la littérature haïtienne. Lequel projet? Qui consiste à mettre en avant ce que Edgar Morin aurait appelé la pensée complexe. Pour une pensée complexe, elle est complexe aujourd'hui, définitivement complexe, parce que je suis avec un invité qui ne bande plus. Il ne bande plus, il en a fait un roman qui a pour titre « Je ne bande plus ». Il s'appelle Thierry Marcelin. Et à un passage dans ce roman autobiographique, il parle de lui. Notre ami Thierry va laisser Léogane parce qu'il a une amoureuse virtuelle à Port-au-Prince qui s'appelle Shell, qui est adolescente de son état à cette époque. Et monsieur va donc aller à l'église. Quel risque déjà que de laisser sa ville natale, Léogane, sans l'autorisation de maman. Maman qui est quand même une forte figure d'autorité, mais Thierry veut voir sa chérie d'amour. Thierry veut voir son amoureuse et son amoureuse est protestante. Je suis à la page 81. Je devais rencontrer Shell après l'église dans un temple de Port-au-Prince où elle allait. Je ne pouvais évidemment pas y aller tout seul. Quand je descendis du bus à Portail-Léogane sous un léger soleil, je fis signe à Shell par SMS, bien sûr, pour qu'elle vienne me chercher. Le culte n'était pas encore terminé, mais elle avait pu sortir. J'étais excité et en même temps timide à l'idée de la voir pour la première fois. J'avais cette impatience de la comparer à mes rêves et les photos. Je m'attendais à ce que Shell montre le même enthousiasme, mais je fus carrément déçu.
Le visage angélique des photos m'arriva sans le sourire qui faisait tout son charme et avec quelques centimètres de moins par rapport aux photos. Elle me salua et m'ordonna de la suivre. Je me disais qu'il devait s'agir de quelqu'un envoyé par Shell. Cette personne ne pouvait pas être la Shell qui me couvrait d'amour derrière l'écran. Je la suivis en mettant entre nous des mètres de distance jusqu'au temple. Son église dominait le quartier. Le bâtiment était immense, comme ceux des paroisses catholiques. Contre mon gré, je suivis Shell jusqu'à un banc. On ne contredit pas le silence qu'elle m'imposa durant tout le trajet. L'intérieur du temple me paraissait encore plus immense que l'apparence externe. L'assistance était très importante. On dirait que tout Port-au-Prince se réunissait ici, au milieu de la foule, en face de la parole de Dieu. Shell était encore plus plongé dans son mutisme. Donc Shell va te choquer. Shell va te désorienter, va te mettre dans le désarroi le plus majuscule. Alors que toi, tu reçois Shell les bras ouverts, tu tombes sur l'histoire d'amour de ta vie, elle te fait un accueil glacial. Oui, c'est ça le danger avec les rencontres virtuelles. Donc la transition de la virtualité à la réalité est souvent très difficile. Et c'est ce qui était arrivé à Shell. Elle ne pouvait pas encore réussir cette transition que moi, je réussissais mieux qu'elle. Et c'est là le danger encore des conversations numériques. Sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, tout le monde envoie des bisous, tout le monde envoie des émoticônes. Mais quand tu croises la personne, il n'y a pas de bisous. Hein. Oui, les emojis, les émoticônes devraient exprimer normalement le sentiment de la personne. Mais en réalité, la personne peut être toute froide et envoyer des emojis chauds. Et Shell te fait un signe après coup, quoi. Après, elle te raccompagne au bus, elle te dit « Pardonne-moi mon amour, j'avais trop le trac. C'était notre première rencontre et c'était ma première avec un petit ami. Je me déteste. J'espère que tu pourras comprendre et me pardonner. » Toi, tu dis « C'est pas grave. » On voit aussi un ton d'adolescent, là. On voit... Est-ce que tu penses qu'à l'adolescence, on aime d'une manière unique, exceptionnelle? On aime avec une telle naïveté, une telle candeur, et ça fait toute la grâce de cet amour. Je le dis tout le temps, on peut aimer seulement à l'adolescence. Si on a la chance de garder cet amour, ou ce qu'on appelait amourette, jusqu'à l'âge adulte, eh bien c'est une grande chance. Mais si vous la perdez, cette innocence, vous n'allez jamais la retrouver. Tu sais, ce passage m'a fait penser à mon adolescence. Je me rappelle quand moi j'avais 16 ans, j'aimais une fille qui, elle, avait 18 ans. Donc elle quittait l'adolescence. Tu sais, pour lui parler, je ne sais pas si tu as connu cette époque où il fallait payer un abonnement qui s'appelle Toi et moi sur Comcel. Donc je prenais mon Toi et moi. Pour lui parler, je mettais le téléphone et ma bouche dans un grand pot pour avoir la voix grave. Pour séduire. Ouais, mode qu'on gonfle les voix. Et puis il me dit, il faut la séduire. Donc on parlait 2 heures, 3 heures. Je me suis dit, mais l'adolescence, c'est un moment dans la vie. Hein. Et toi, tu as des problèmes, tu estimes que tu n'es pas bien mis, tu estimes que tu n'es pas beau. Et elle te dit, je te trouve beau. Tu m'avais toujours menti en prétextant le contraire. Je me faisais à l'idée d'être amoureuse d'un pyrame. Pourtant, il n'en était rien de tout ça. Est-ce que très souvent, lorsqu'on écrit sur les réseaux sociaux, lorsqu'on est derrière notre téléphone, on a un petit inconfort à l'idée d'exposer notre visage à l'autre? Est-ce que des fois, on a honte d'avoir la gueule que nous avons? Cela arrive parce qu'on fait tout pour faire en sorte que la personne aime ce qu'on écrit, pour que la personne aime notre identité virtuelle, mais on a cette grande peur de la réalité. Le pasteur t'a vu, te dit Shell. Il t'a remarqué dans la foule. Le pasteur. Ce sont les seules phrases que je pouvais saisir de ses pleurs. Quel est le problème, chérie? Demandai-je inquiet. Il m'a demandé si tu étais chrétien après ton départ. Tu lui as dit la vérité? Oui, bien sûr, je n'aime pas mentir, mais j'ignorais les conséquences. Ces derniers mots me poussaient vers l'abîme. Quelles sont les conséquences dont tu parles, Shell? Questionnai-je, la voix chevrotante.
Il m'a sorti un verset biblique. Point de rapport entre lumière et ténèbres. Et maintenant, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et les lumières. Est-ce que tu penses que dans les églises protestantes, je salue tous les pasteurs qui regardent cette émission, et mon oncle qui est pasteur, le pasteur Labranche qui regarde toujours Délivrez-vous, je salue tous les autres pasteurs qui regardent, mais est-ce que les pasteurs haïtiens tiennent ce principe? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Dès lors que tu es protestant, tu ne peux pas être avec quelqu'un de notre État, par exemple. Oui, la religion comme institution de socialisation qui devrait normalement enseigner le vivre ensemble, qui devrait enseigner l'union, eh bien, elle fait tout le contraire. Elle dit à ses adeptes de ne pas se mélanger à ce qu'elle appelle ténèbres. Et c'est ce qui m'était arrivé avec Shell. Son pasteur lui a tout carrément imposé ce point de vue, point de rapport entre lumière et ténèbres. Et là, moi, j'étais ténèbres. On voit l'emprise justement que ce pasteur a sur ses ouailles. Parce que Shell te dit, je dois maintenant te quitter. Et je t'aime d'un amour que je croyais inexistant. Je continuerai à t'aimer plus que tout, mais Dieu est plus que tout pour moi. Donc, les pasteurs ont une emprise réelle sur leurs fidèles. Oui, et c'est pour ça que les pasteurs sont des personnalités importantes, mais certains ne le savent pas. Vous avez la mission de conduire la pensée des gens. Vous avez la mission, comme nous autres à la télé, dans les médias, nous avons la mission de diriger l'opinion, comme diraient certains. Mais les pasteurs, ils dirigent l'opinion de leurs adeptes vers une route qui va mener vers la division. Et des fois, cette route mène vers l'obscurantisme, mais des fois, cette route mène vers l'évangélisation. The Shell te dit, on a une solution, chérie. Tu pourrais accepter Jésus-Christ, te faire baptiser. Comme ça, nous serions ensemble pour la vie. Tu en dis quoi, mon amour? Pourquoi on est mal converti pour ça? Vous êtes ton fille, man. Oh, il a 16 ans, même fille ça, mal converti, man. Là, moi, je suis à l'église d'avril. Moi, pour me convertir, je me lever, man. Je fais prier pour moi. Donc, est-ce que des fois... Est-ce que l'amour peut donner plus de fidèles aux églises protestantes? Est-ce que beaucoup de ténèbres ont été gagnées? Oui, je crois. Alors, la chair est faible. Voici le titre d'un passage. Parce qu'à un moment, Shell va vouloir vivre autre chose avec toi. Shell va apprendre que tu faisais des choses pas très commodes. Tu devais, par exemple, lui être fidèle. Mais il me semble que M. Thierry Marcelin couchait avec d'autres filles à l'époque, mais particulièrement une fille. Oui, et parce que de par ma conception de la fidélité à l'époque, je croyais que coucher avec d'autres filles, ce n'était pas de l'infidélité envers Shell. Je me disais, et je le crois encore, que... Moi, j'adore la position. Je me disais, mais je le crois encore. Je n'ai pas changé d'avis. Non, je n'ai pas changé d'avis. C'est le même avis que j'ai. Oui. Ouais. On peut être fidèle seulement à ce qu'on promet. Je n'avais jamais promis à Shell de ne pas coucher avec d'autres filles. Ce que je m'étais promis, ce que nous avais promis, c'était d'être fidèle à ce que je ressentais pour elle. Donc, c'était ça ma promesse. Donc, tu peux faire l'amour, au fait, avec la terre entière, mais dès lors que tu n'avais pas... Seulement donner le corps. Mais justement, là, je me dis, est-ce qu'on peut donner que le corps lorsqu'on a une pratique sexuelle systématique avec quelqu'un? Tu connais la fameuse théorie des plans cul. Quand tu commences à coucher avec une femme, une fois, 2 fois, 5 fois, 25 fois, est-ce que tu ne quittes pas le corps pour passer vers... un élan émotionnel? Est-ce que tu ne tombes pas amoureux à un moment? Toute émotion n'est pas de l'amour. Il va certes y avoir un élan émotionnel, comme tu le dis, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Alors, tu ne penses pas que le sexe systématisé peut sécréter de l'amour? Ça peut sécréter de l'attachement, je dirais. Donc, on va être attaché à un corps qu'on aime bien, et ce n'est pas forcément le corps de la personne qu'on aime réellement, mais on aime le corps.
Mais le corps qu'on aime n'est pas le corps de la personne qu'on aime. Ouais. Mais là, ta position est intéressante parce que il me semble que tu ne postules pas l'idée qu'on puisse aimer plusieurs personnes en même temps. C'est intéressant. On peut aimer. Ouais. Donc Je suis dans l'amour charnel, là. L'amour, le corps à corps, amour entre femme et homme. On peut être attaché à plusieurs personnes en même temps. Mais il y a le summum de ce sentiment, on ne peut le ressentir qu'une seule fois. Mais j'imagine que Stanley qui filme cette émission, Stanley qui a changé sa coupe de cheveux, je suis très fier de lui, entre-temps, et Guito aussi qui nous regarde et fait fier. J'imagine que tous les techniciens de la télé se disent, mais qu'est-ce que l'amour pour toi? Comment tu définirais ce sentiment? Pour moi, l'amour, c'est ce qu'on ressent après avoir perdu la personne. Ah ouais, carrément. Donc pour toi, il n'y a d'amour que dans la perte de l'être aimé? Justement. C'est le sentiment du manque? C'est ça. Et quand tu vis la relation, comment tu l'appelles? Quand il y a Christophe Maé qui dit, qui dit cette parole dans sa chanson, et on ne reconnaît le bonheur qu'après l'avoir perdu. Donc, pour moi, c'est un peu ça l'amour. Mais qu'elle me manque cette personne, je ne peux pas vivre sans elle. Et c'est là où vous vous rendez compte que je l'aimais bien. Je l'aimais. Dès lors que la personne est partie. Quand elle est là, c'est difficile de se rendre compte qu'elle est la personne idéale, l'amour de ta vie, comme on aime le dire. Ouais, moi je me dis, est-ce qu'on a l'amour d'une vie, quoi, l'amour de sa vie, ou est-ce que dans une vie, on ne passe pas plusieurs amours? Plusieurs amours, mais il y a un amour, je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier cet amour. Un amour qui serait supérieur aux autres amours. Il y a un amour avec les étincelles. Mais ton roman quitte le parti pris de Shell et touche à d'autres aspects également. Parce qu'on doit rappeler que ce roman est quand même dans un contexte post-2010 et des choses se passent sur le terrain politique en ce moment en Haïti, à cette époque-là, du moins. Nous assistions à la lenteur du processus de la reconstruction promise par la communauté internationale. C'est le propre des pays dits amis d'Haïti. Promettre une montagne et accoucher seulement une petite souris. Je levai la tête et vis l'hôtel qui faisait la réputation de mon quartier, toujours au sol. Je vis aussi des maisons privées qui commençaient à pousser dans les mêmes conditions. Nous n'avions décidément rien appris de l'épreuve de 2010. L'État ne proposait aucun plan global de reconstruction, aucun plan d'aménagement du territoire. L'État ne fixait aucune norme pour les nouvelles constructions. Il s'absentait encore. Le nouveau président ne faisait qu'empirer les choses. Il avait pris le pouvoir en brandissant un discours de rupture avec le système. Lors des élections, il avait bénéficié d'un coup de pouce de la communauté internationale. Une mission de l'OEA l'avait propulsé au second tour, alors que les premiers résultats le plaçaient 3e derrière le candidat du pouvoir d'alors. On avait vite compris qu'il s'agissait d'un pion de l'étranger. L'étranger a toujours un pion haïtien qu'il manipule grâce au dossier louche qu'il détient contre lui ou en lui promettant son support. En échange, nos élus jurent de servir l'intérêt de l'impérialiste. Nos politiciens croient qu'il ne peut y avoir de pouvoir que celui conféré par l'impérialiste. Au second tour, le président qui était dans sa vie antérieure un artiste dévergondé avait gagné les élections face à l'un des plus éminents intellectuels du pays. Nous avions rejoué au pays le tour de choisir Nord Alexis au détriment d'Anténor Firmin. Nous avons été trop souvent bernés par les hommes en veste. Tentons le coup avec un vagabond, disaient les électeurs sur la route des bureaux de vote. Est-ce que ces gens-là, sur les bureaux de vote, qui ont dit « il y en a marre des hommes à veste, il y en a marre avec ces hommes qui parlent français, il y en a marre avec ces hommes qui parlent de livres et qui sont des hommes livres, on va tenter le coup avec un vagabond ». Est-ce que quand tu regardes Haïti maintenant, Thierry Marcelin, tu dirais que ce vagabond a trouvé la formule de réussite? Est-ce que ce vagabond a pu basculer Haïti dans la modernité?
Bon, ce n'est pas certainement moi qui vais le dire. Ce n'est pas certainement moi qui vais apprendre à tout le monde que le pays n'est pas dirigé depuis des années. Donc, ce passage, c'est carrément un coup de poing parce que je conçois ma plume comme une arme et j'écris pour me battre. J'écris pour frapper. Donc, c'est un peu ça. Donc, le passage dit tout. Le pays, il est plongé dans la non-gouvernance depuis quelques années. Ouais, nous sommes dans une mauvaise gouvernance et ça fait que on a l'impression que tous les secteurs de la vie nationale sont au ralenti. Mais il faut continuer à résister. Il faut continuer à s'assurer que les choses aillent bien. Alors, il y a un moment où tu écris, nous changeons maintenant de Paul, j'allais lui prendre sa virginité. Ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif de plus précieux chez une femme. Donc, tu vas donc coucher avec Shell, tu lui prendras sa virginité, mais une chose va arriver. Ta famille n'aime pas Shell, qui est une fille, comme aurait dit Simone de Beauvoir, une fille bien rangée. Pourquoi ta famille n'a pas aimé la bonne petite Shell? Les familles ici en Haïti, elles n'ont pas besoin d'une raison valable pour ne pas aimer une fille ou un garçon pour leurs enfants. Donc, j'en ai été victime de cette affaire. Et ma famille n'aimait pas Shell, sans aucune raison valable. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'on a senti que tu as subi la pression familiale. On a compris que tu ne pouvais pas faire autrement que de laisser Shell. Est-ce que des fois, la pression familiale est telle que les enfants n'ont pas d'autre choix que de laisser l'être aimé? Tout comme dans ton cas, tu as dû carrément demander rupture à Shell parce que ta maman te disait non, je ne veux pas de cette fille. Oui, je n'étais pas encore, je dirais, influencé par la tendance dans le cinéma, dans les livres, pour pouvoir faire face à mes parents. Aujourd'hui, je l'aurais fait. Mais à 16 ans, j'étais soumis à cette pression familiale, j'étais soumis à la figure d'autorité que représentait ma mère notamment, et je ne me voyais pas faire autrement que de lui obéir. On va laisser aux gens le plaisir de découvrir Je ne bande plus, et les gens doivent savoir est-ce que finalement tu es resté avec Shell ou pas sur la fin du roman. Est-ce qu'en ce moment, vu que le roman parle de toi, et toi qui il me semble ne bande plus, je dis ça en considérant le titre du livre. Sur le titre, c'est une analogie. Je précise. Donc, il y a bander ou bien avoir une érection, c'est la conséquence d'un frottement. Donc, s'il y a ce frottement et vous ne ressentez plus la même étincelle qu'avant, c'est comme si vous ne bandiez pas. Ouais, parce que cette érection devient une érection presque automatique, purement biologique, animale. C'est un sexe qui reçoit un stimuli et qui réagit. Alors que pour toi, bander, c'est une bandition amoureuse. C'est quand c'est suivi d'un élan du cœur. Oui, bander devrait être plus profond que ça. Ça devrait venir du plus fort intérieur. Tu penses que autant que notre sexe, notre cœur doit bander aussi? Il y a une érection du cœur. Voilà. Une érection du cœur. Il faut que nos cœurs arrivent à bander, voilà, autant lâcher le mot, et autant que nos sexes et que l'amour continue à occuper nos âmes. On ne va pas dire aux gens ce qui va se passer quand toi, tu vas faire des études de droit, ce que ça va représenter pour les jeunes de ton lycée. On ne va pas parler de tes succès après, quand tu reviens dans la zone, c'est l'avocat, donc tu seras probablement riche et tout ce qui va suivre. On ne va pas dire si Shell va aller aux États-Unis, semblant de se marier. L'histoire est fougueuse, il y a beaucoup à découvrir. Je rappelle que Je ne bande plus a été publié à La Caille Édition. La Caille Édition, c'est une jeune maison d'édition à Léogane que des amis et moi venons de mettre sur pied, dont le PDG Stanley Laferrière, Ansky Hiller et autres. Donc nous avons déjà publié Je ne bande plus et un autre roman de Ansky Hiller qui est titré Le Condamné. Donc la Caille Édition a fait le pari de permettre aux jeunes Léoganes
dont les grandes maisons d'édition sont presque inaccessibles, de pouvoir publier en restant à Léogane. Voilà. C'est ça notre pari. Voici donc une excellente initiative de l'ACA Édition. Je salue tous les jeunes qui sont dans cette édition, qui existent à Léogane. Ça prouve que ce pays existe. Ça prouve que ce pays ne va pas disparaître. Il y a des jeunes dans ce pays qui s'intéressent à la littérature, qui s'intéressent aux choses de l'esprit et qui ont décidé de se réunir collégialement pour créer une maison d'édition. Et nous avons remis le livre au devant de la scène à Léogane. Absolument, le livre est donc présent à Léogane. Il y a plein d'activités culturelles, j'imagine, qui s'organisent. Et très bientôt, j'irai moi-même à Léogane avec la complicité de l'équipe technique de la télé pour vous rencontrer, pour faire une émission, pour rencontrer tous ces jeunes à Léogane qui fourmillent d'intelligence et qui sont amoureux du texte. Écoute, Thierry Marcelin, un plaisir de t'avoir reçu à Délivrez-vous. Plaisir partagé. Je ne bande plus. Comment les gens peuvent trouver le livre? Le livre est disponible sur Amazon. Sur Amazon. À $13. OK. Et le livre est aussi disponible à la librairie La Pléiade. Et les gens peuvent me contacter sur les réseaux sociaux et par téléphone. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il faut mettre Thierry Marcelin. Thierry Marcelin. Voilà. La librairie La Pléiade, qui est à Bois-Patate. Je salue les deux libraires qui tiennent cette librairie, qui sont deux amis, Polo et Soso. Je vous embrasse. Vous faites un travail formidable dans la chaîne du livre en Haïti. Voilà. Plus rien à dire. Il faut donc lire présentement Je ne bande plus, Thierry Marcelin, publié à l'ACA Édition. Je salue, je remercie chaleureusement l'équipe technique de la télé, Stanley, Fekier, et comment ne pas remercier et Émilie qui assure le maquillage, et comment ne pas remercier Spencer et Kevin qui font les photos, comment ne pas remercier Fekier avec son enthousiasme et son art de faire les choses. Et c'est qui mon réalisateur? J'ai un problème de mémoire, mais Alphonse qui coordonne, Gamin et qui gère la réalisation. Et j'ai aussi mon ingénieur du son. Aujourd'hui, c'est pas Greg Boulle. Dis-moi son nom. Jacob qui gère, c'est toute une équipe technique, il faut remercier tout le monde. C'est grâce à cette équipe que la télé existe, et Guito bien entendu qui nous fait les b-roll, qui est passionné, et Stanley, merci pour la coupe de cheveux, j'arrête pas de parler de ça, mais c'est comme ça. Donc c'est toute une équipe qui vous présente Délivrez-vous, qui veut que tout le monde en Haïti se mette à lire de temps en temps, pas dim ou pas remen li, dim ou pour tomber sous livre ou remen. Si vous tombez sur un livre, si vous ne l'aimez pas, fermez-le. Trouvez-vous un autre livre. Il y a sur la terre des milliers d'écrivains. Il y a des millions de livres depuis que l'humanité existe. Vous ne pouvez pas ne pas tomber sur votre coup de foudre littéraire. Pourquoi on lit? C'est pour jouir. Qui n'aime pas jouir? Tout le monde. Lisez également à votre rythme. 10 pages par jour, c'est bon. 5 pages par jour, c'est bon. Allez-y à votre rythme. Quand vous vous ennuyez avec un livre, fermez ce livre. Passez à un autre livre que vous allez aimer, qui va vous faire plaisir. Lisez pour jouir. Lisez pour dire « gardons bonheur » après ce temps de lecture. Je vous dis, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres.